L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créée sur les quais de Saint-Malo en 1934, la Compagnie des Pêches est une des rares entreprises à proposer une filière intégrée de la pêche jusqu'au produit fini. Forte de ses 320 collaborateurs, l'entreprise mise sur une pêche responsable dans le respect des hommes et de l'environnement. Un engagement qui lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Florian Soisson, directeur général de la Compagnie des Pêches, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Florian Soisson. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et puis très heureux de vous accueillir évidemment dans ce théâtre de la Parcheminerie à Rennes. On va reprendre votre parcours. Un mot quand même sur votre père, Patrick Soisson. Vous avez repris cette entreprise dirigée par lui. Il était d'ailleurs chercheur, scientifique renommé, diplomate, également chef d'entreprise bien sûr. Comment on suit cet héritage? Comment est-ce qu'on est dépositaire de cet héritage, de cette succession passée après lui? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup de choses, mais non, on n'est pas forcément dépositaire, puisque je suis arrivé là complètement par hasard. En fait, en 2007, mon père cherchait plutôt un financier, et c'était plutôt dans mes premières armes, puisque j'ai travaillé sur les marchés financiers, et en me disant, ça ne sera pas aussi sexiste que ce que tu fais à Paris, mais viens tenter le coup, j'ai besoin de quelqu'un. Et l'aventure a commencé en 2007. Je me suis passionné effectivement par les hommes que j'ai pu rencontrer dans notre entreprise, puisque c'est d'abord une aventure humaine. Une aventure parce que on part loin pêcher du poisson, et puis forcément des hommes qu'on rencontre au fur et à mesure. Mais pour revenir sur mon père, effectivement, c'était un scientifique, c'était quelqu'un passionné par la pêche. Il voulait faire son premier embarquement à 14 ans, et effectivement aujourd'hui je suis toujours ses conseils, donc qui m'aident à avancer dans la direction de cette entreprise. L'envie pour vous, quand même, ça correspondait à l'envie de revenir ici sur le territoire et de quitter Paris, non? Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment le fait. Mais comment il vous a convaincu Je pense que dans sa tête, il voulait peut-être qu'un de ses enfants prenne la suite un jour. Et c'est une entreprise familiale, donc c'est une entreprise de long terme. C'est une entreprise qui essaye de prévoir, prévoir c'est très difficile dans notre métier, mais en tout cas, on a une vision sur le long terme et on essaye de maintenir cet esprit familial. Et je pense qu'effectivement, quand j'ai vu au départ, quand j'ai rencontré les capitaines, les marins, etc., je crois que je me suis vite passionné. J'ai été passionné par cette entreprise et j'ai eu envie de la faire avancer. On évoquait ce passé scientifique, cette dimension scientifique de votre père. C'est important d'avoir cette connaissance, cette fine connaissance des fonds marins quand on dirige une entreprise de pêche. De comprendre, de connaître son terrain de jeu, de connaître les enjeux, effectivement. Oui, je pense que c'est important. C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout cette formation. Je l'ai appris sur le tas. Je me suis intéressé, j'ai découvert beaucoup de choses en tout cas, et puis je crois qu'on s'appuie d'abord sur des avis scientifiques extérieurs qui déterminent les taux admissibles de capture au niveau de la pêche aujourd'hui, dans tout l'Atlantique Nord, et c'est sur ces avis scientifiques qu'on estime ce qu'on va pouvoir capturer l'année suivante. Il existe justement, et notamment on parle souvent de Bruxelles, qui donne des indications sur les quotas de pêche. Ce sont des contraintes pour vous aujourd'hui ou réellement justement des façons de préserver la ressource qui viendrait à manquer? Alors, les avis scientifiques, effectivement, sont des indicateurs, en tout cas, qui doivent permettre de mener l'entreprise. Les négociations qui se passent à Bruxelles entre les différents États côtiers sont des moments difficiles à passer parce que des échanges ne peuvent
ne pas se faire. Mais surtout, je pense que le quota, on a ses spécificités en France, c'est que les quotas appartiennent à l'État français. Et je pense que la France et le gouvernement français doivent avoir être plus proactifs dans les directives menées à Bruxelles. Florence Soisson, est-ce qu'autrement dit, on est encore dans une situation de surpêche et est-ce qu'un jour, on va manquer de poissons, on n'en aura plus dans nos assiettes? Pour vous poser la question plus directement. Alors plus directement, c'est très direct effectivement. Non, pour moi, effectivement, aujourd'hui, on a plus de 60% des espèces qui sont gérées sous le rendement maximal durable. Alors, pour simplifier, par mon passé financier, c'est ce que je disais, la biomasse représente un capital qui produit des intérêts chaque année, il ne faut pas prélever plus que le capital. C'est vrai qu'il y a certaines espèces... Plus que les intérêts. Sinon, on remet en question son capital. Et on remet en question son capital. En revanche, effectivement, je pense que beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années dans la gestion de la ressource, dans le respect des avis scientifiques, et je pense que les États pêcheurs, en tout cas, en sont bien conscients. Les consommateurs, d'ailleurs, comment ils se comportent? C'est-à-dire que la consommation de poissons baisse par un souci de responsabilité ou au contraire, parce que les gens mangent un petit peu moins de viande, ils ont tendance à se reporter mécaniquement sur le poisson, qui reste de la viande, mais les piscivores sont de plus en plus nombreux, et du coup, comment ça se comporte, cette consommation de poissons? Fait partie des 3-4 pays européens où il y a le plus de consommation par tête par capita, avec à peu près 35 kilos par an. On a une protéine de poisson, effectivement, que ce soit un filet de poisson ou un dos de cabillaud, qui va se situer en magasin entre 12 et 20 euros du kilo, entre le filet et le dos, ce qui correspond finalement, n'est pas beaucoup plus cher que la viande. Donc effectivement, c'est une ressource protéique qui est, on va dire, acceptable, je pense, en tout cas, même dans une période d'inflation, où les prix, on sait que la consommation peut être ralentie, mais en tout cas, les prix sont en correspondance avec d'autres protéines animales. Alors justement, vous parlez de ce prix au kilo. Monsieur l'ancien DAF, peut-être rapidement et en quelques mots, qu'est-ce qui détermine le cours du poisson? Un cours historiquement bas, on nous dit, en tout cas vous êtes pris avec ce cours bas en ce moment. Qu'est-ce qui détermine le cours du poisson? Je crois que le cours du poisson, premièrement, le marché est mondial. Que ce soit sur notre activité de fabrication de surimi base, sur le Joseph Rôti, où on est les seuls producteurs dans tout l'Atlantique à produire à bord de la protéine de poisson, à bord de notre navire, que ce soit le cabillaud, la concurrence est très forte. On ne prélève pas grand-chose sur la ressource, puisque si on prend l'exemple du merlan bleu pour produire la protéine, on prélève 1 à 2% du quota européen pour fabriquer de la protéine de poisson. Et le marché est drivé par le marché japonais, qui est le plus grand consommateur de surimi basse pour leurs usines de surimi, puisque ça a 900 ans au Japon. Au niveau du cabillaud, le driver important, c'est la Russie et la Norvège qui mènent les prix sur les marchés européens, puisque 80% du cabillaud est exporté sur le marché européen. Bon, alors on parle du prix, on parle aussi, vous avez évoqué le contexte peut-être inflationniste entre les lignes. Aujourd'hui, on dénonce, ou en tout cas certains dénoncent les industriels et leurs marges comme principaux responsables de cette inflation. Est-ce que vous vous sentez particulièrement concerné en tant qu'industriel? C'est une question délicate. Non, je pense que on essaye d'apporter le juste prix qui rémunère à la fois le pêcheur, notre entreprise de transformation en bâtonnier de surimi, le personnel qui y travaille. Ça fait plus de 25 ans qu'on a créé cette entreprise en 1991. Je pense que voilà, la bonne rémunération, c'est la rémunération de toute notre entreprise et des hommes qui font cette entreprise. Après, effectivement, le coût des matières premières, ce qu'on a pu subir, c'est pas terminé. Le coût du carburant, le coût des matières premières impacte effectivement la rentabilité de nos entreprises. Et je crois que pour l'instant, on fait le dos rond et on doit s'adapter. Et les négociations ont déjà commencé, je pense, avec la grande distribution. Bon, négociations avec la grande distribution, négociations aussi avec les pouvoirs publics. Il faut noter ce cri d'alerte du président du Conseil
départementale du Finistère, du Finistère. À l'attention du président de la République. Vous êtes pris justement en étau entre un cours bas du poisson et puis un prix du gasoil qui continue d'augmenter, ou en tout cas des baisses qui diminuent. Est-ce qu'il compare ça, je veux dire, à une situation proche de l'effondrement de l'industrie du textile à l'époque? Vous vous sentez également concerné par ces sujets-là? Vous partagez ce cri d'urgence, ce cri d'alerte? On partage ce cri d'alerte. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons en tant que pêcheurs, c'est de proposer aussi des aliments produits à bord, surgelés bord, directement prêts aux nouvelles méthodes de consommation du consommateur final. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quand vous produisez du cabillaud en général, c'est un filet pauvre en arête qui va être surgelé bord, etc. Nous, sur notre navire, les progrès technologiques, on va aller proposer un dos découpé surgelé bord 6 heures après avoir été pêché et qui garde toutes les propriétés organoleptiques du filet de poisson. Donc c'est en faisant des produits de découpe adaptés aux circonstances économiques qu'on peut subir actuellement, en faisant plus de produits de découpe prêts à la consommation, qu'on va pouvoir conserver ou en tout cas garder nos marges. Le but de notre entreprise, depuis sa création en 1934, c'est toujours d'essayer d'apporter le plus de valeur ajoutée à nos captures. Peut-être un dernier mot, vous évoquez justement ces bateaux et leur capacité à transformer le produit à l'endroit de leur pêche, on l'a bien compris. Les conditions de ces marins pêcheurs, nous en tant que terriens et païens clairement sur ces questions, on ne soupçonne pas la difficulté de ces métiers qui sont considérés parfois comme les plus dangereux au monde. Comment elles évoluent ces conditions? 6 semaines de campagne, des vents à plus de 100 km à l'heure, par gros temps, on pêche par gros temps. Comment elles évoluent? Comment vous allez continuer d'attirer? On évite de pêcher par gros temps. Mais ça arrive. On est à la cape. Non, on évite pour la sécurité des marins. Non, mais les progrès technologiques aujourd'hui font qu'effectivement, un bateau, le dernier bateau qu'on a construit en 2018, qui est sorti de l'eau, qui est allé sur l'eau en 2018, voilà, il y a un sauna, il y a une salle de sport, il y a une salle de cinéma, on essaye d'apporter tout le confort qu'on peut retrouver. Les conditions de travail, effectivement, les marins-pêcheurs partent entre 40 et 60 jours en mer, ont un mois de période de repos, et on essaye d'organiser avec eux, même si nos marins sont en CDI aujourd'hui, de faire des rotations d'équipage. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de recruter le maximum de marins pour pouvoir faire ces rotations le plus facilement possible. Et vous continuez, en tout cas, d'attirer des jeunes et des on attire beaucoup de jeunes, effectivement, compétents sur nos navires. C'est ce qui fait notre fierté, en tout cas aujourd'hui. Certaines fonctions à bord sont plus difficiles à trouver, mais les jeunes qui sont là, effectivement, aspirent à un rythme de vie différent que leurs prédécesseurs avaient pu connaître à bord de nos navires. Et c'est pour ça qu'on organise des rotations. Mais même si on prend l'usine de transformation à Saint-Malo, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle organisation des 3-8, à un travail peut-être 4 jours sur 5, à la place de faire 3-8, 5 jours dans la semaine. Voilà, on réfléchit à d'autres organisations pour permettre justement cet équilibre entre le travail et la vie personnelle. Merci beaucoup, Florian Soisson. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci Clément. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.